Moi, je vais vous parler spécifiquement d'information et consentement dans le cadre de l'essai JICI qu'a présenté tout à l'heure Claire. Donc, je vais vous donner quelques mots de contexte. Comme elle a déjà parlé, ça ira assez vite. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est fait pour la mise en place en termes de consentement et d'information. Et puis, je vais vous donner quelques réflexions personnelles de discussion après, qui sont parfaitement personnelles et subjectives, et pour laquelle il faut que je me présente justement un peu d'abord, parce que quand on parle subjectif, il faut dire de quel point de vue on parle. Donc effectivement, je suis médecin interniste. J'ai détesté la recherche une partie du début de ma carrière, notamment quand j'étais interne, notamment par le fait de voir arriver des protocoles de recherche sans être bien prévenu ni même associé, et avec ce que ça impliquait dans la relation avec les personnes qui participaient à la recherche. Mais les hasards de la vie et l'ironie de la vie ont fait que c'est devenu mon métier assez vite. Finalement, donc maintenant, je fais de la recherche clinique. Je suis basé effectivement en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Et donc, l'essentiel de mon activité consiste à faire des essais thérapeutiques, très dans un contexte aussi de soins et de mise en place de centres de soins. Donc, un mélange qui est assez satisfaisant. Et je l'ai fait ça pour des raisons, mauvaises raisons, mais que je dirais qui ont évolué au cours du temps. C'est-à-dire au début, parce que je voulais participer à la mise en place de soins sur le VIH en Afrique et que la recherche était une bonne porte d'entrée pour ça. L'histoire a montré que ça avait été le cas. Et ensuite, je dirais, les gens de mon équipe, on est une équipe binationale franco-ivoirienne, on s'est pris au jeu avec le contexte, la constatation qui ne s'est pas tellement démenti en 20 ans, que la recherche clinique, en faisant de la recherche, on structure les soins, y compris au niveau le plus périphérique, donc en sortant des hôpitaux et en allant dans les structures de soins primaires, jusqu'à théoriser une espèce j'ai un peu pompeux, mais de droit à la recherche clinique ou de droit universel à la recherche clinique. La recherche clinique est un droit, c'est pas une activité de pays riches, c'est une activité à laquelle les équipes de soins dans le monde devraient pouvoir avoir accès. Avant que je passe à JICI, donc juste un mot sur qu'est-ce que m'a appris très modestement ces 20 ans d'expérience où j'ai moi-même recueilli pas mal de consentements, plusieurs centaines, pour être très, très caricatural. Donc des consentements dans le contexte ivoirien exclusivement, presque toujours en français, parce que la Côte d'Ivoire, en tout cas à Abidjan où on travaille, le français est très répandu. Donc, 3 messages, parce que c'est important sur ce qu'on va dire pour la suite pour Ebola. Premièrement, l'impression que, oui, bien sûr, l'information et le consentement est un processus universel. Je veux dire par là qu'on n'a pas l'impression d'avoir des différences extraordinaires en termes de difficulté de l'information ou du consentement, basé sur tout ce qu'on dit souvent sur le fait d'être illettré, la culture, etc. La vraie différence nord-sud, Frédéric l'a très bien dit, c'est la différence d'accès aux soins que peut amener l'entrée dans un essai. Je t'emparerai un petit peu le choix, l'absence de choix, je ne sais plus comment tu as appelé ça, le choix. Oui, le choix vide. Je dirais plutôt qu'il y a souvent des bénéfices directs. Ces bénéfices directs, ce n'est pas inéthique d'avoir des recherches bénéfices directs, de participer à une recherche, mais c'est un élément très fort dans le contexte, et évidemment que ça implique l'acceptation de participation, et évidemment que ça doit entraîner une réflexion spécifique. Le corollaire de ça, c'est que ce que nous a appris l'expérience aussi, c'est là qu'il n'y a pas vraiment de choix vide. Avec le temps, on a vu que les gens pouvaient voter avec leurs pieds et ne pas revenir s'ils ne voulaient pas participer à une recherche, et ça c'est très bien. Donc c'est même un indicateur de bonne qualité de choix de participer à une recherche, les gens qui ne reviennent pas. Et c'est là qu'on n'est pas tout à fait dans le choix vide, même si ça existe. C'est-à-dire il y a des études où ça c'est notamment quand on demande un consentement immédiat, et donc on va y arriver avec Ebola. Et la troisième chose, on a toujours eu dans l'équipe une interrogation sur la phase de signature du formulaire écrit, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure avec l'essai JICI. Donc JICI, Claire m'a vraiment facilité les choses, je vais aller très vite. C'est une maladie létale, contagieuse. J'insiste sur le côté d'exception des centres de soins, mais enfin bon, vous connaissez ça très bien. Les tensions, les rumeurs dans la communauté
Frédéric en a pas trop parlé, mais c'était vraiment presque un fantasme de notre part, mais basé sur des faits réels, avant de mettre en place l'essai, de comment ça allait être perçu sur la base de réactions violentes contre les centres de soins qui avaient eu lieu dans les régions intéressées. Donc c'était une vraie question. Dans ce contexte-là, on a fait un essai non randomisé. Je vais revenir sur la non-randomisation. Le favipiravir à forte dose. Tout le monde, il y avait très peu de critères d'inclusion, de non-inclusion, autres que le fait d'avoir moins d'1 an et de ne pas pouvoir, de ne pas consentir évidemment, et de ne pas être en état de prendre les comprimés, d'avaler les comprimés, puisqu'il s'agissait d'un traitement oral. Les centres, Claire vous les a montrés, ça me permet d'aller vite. L'essai, voilà ce qui va dans l'article qui va paraître dans PLOS Med, vous pourrez lire tout le détail des résultats bientôt. Il y a ce graphique-là. Je vous le montre parce que sur la droite, vous avez les courbes d'inclusion à partir de mi-décembre dans l'essai, avec les centres correspondants et puis la courbe totale en haut. Et sur la gauche, la phase de préparation qui a effectivement duré 13 semaines avec 2 grandes phases. Une phase à distance, un peu théorique, et puis une phase, le deuxième rectangle rouge que vous voyez, de mise en place sur le terrain, dont je vais reparler tout de suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, c'est ça, c'est-à-dire que Ebola, c'est une maladie qui frappe en cluster, donc c'est la foudre qui s'abat sur une famille, et puis sur un village. Et donc ça fait, en période de pic de l'épidémie que vous a montré Claire tout à l'heure, des familles entières qui arrivent dans un centre de soins en même temps. Et c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas souhaité faire de randomisation, même si, évidemment, on aurait préféré pouvoir le faire. C'est cet aspect cluster et présence familiale. Donc je vais vous reparler de la phase de préparation. Un centre Ebola, c'est un endroit très moi j'ai appris plein de choses, c'est vraiment très particulier, c'est admirable la façon dont les ONG, en l'occurrence MSF, en pointe, a organisé ces soins-là et a tenu le choc dans l'épidémie. C'est un endroit sur lequel il faut... quand on arrive, il faut quelques jours pour comprendre les codes, comment ça se passe, les organisations, etc. Et qui, en fait, rappelle assez vite le milieu des soins intensifs avec une ambiance très chaleureuse et très facile à l'intégration. Donc, dans ce contexte-là, on a fait 3 choses. Alors, on avait un anthropologue maison qui nous a donné des bons conseils et qui ont rencontré... la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir les leaders communautaires de la ville de Guékédou pour leur parler de l'essai. Donc là, vous avez quelques photos de réunions communautaires qu'on a eues tout au long des semaines qui ont suivi. On a été jusqu'à former avec eux un un comité de suivi communautaire. On les a réunis 3 ou 4 fois, c'est pas énorme, enfin en 1 mois et demi. Ils nous ont donné des bons conseils et notamment 2 choses. Le premier, on les a consultés. On avait théorisé avec eux le fait qu'on les consulterait quand on aurait des questions de mise en place et sur le protocole. On les a consultés sur qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'enfant qui arriverait dans un centre sans parents ou sans tuteur avec lui, ce qui arrive pour l'inclusion dans l'essai. Ils nous ont répondu qu'il faut s'adresser aux autorités nationales pour avoir une autorisation de valeur nationale. Ils avaient raison, parce que l'argument étant que la majorité des enfants qui arriveraient dans ce cadre-là ne viendraient pas de la ville même, donc eux-mêmes n'avaient pas la compétence pour statuer là-dessus. Ce qu'on a fait, on a eu l'autorisation, ça nous a répondu précisément à une question. Ils ont eu l'occasion de s'en saisir, de dire que ça ne les choquait pas, qu'au contraire, ils recommandaient que ces enfants-là soient inclus, etc. Donc en dehors même du processus d'autorisation, ils ont répondu en détail à notre question. Et la deuxième chose qu'ils nous ont dite d'emblée, c'est n'en faites pas trop avec la communauté à l'extérieur du centre. Avec la mise en place de l'essai, les gens ils risquent de venir de loin, de villages isolés. Vous n'allez pas faire des campagnes d'explication sur le fait que vous faites un essai. Concentrez-vous sur la population qui travaille dans le centre. Ce que nous avait donné aussi comme conseil Frédéric Lemarcy d'emblée,
pour leur expliquer qu'est-ce que vous faites. Et les gens qui travaillent dans le centre, en l'occurrence, ça représente 300 ou 350 personnes, sont les acteurs de la communauté qui vont ensuite porter le message à l'extérieur sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce qu'on a fait. Alors, ça c'est, ça a duré plusieurs semaines, je pense 6 semaines. Sur cette photo, vous voyez d'emblée les 4 personnes clés qui je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau, qui, dès qu'on est arrivé, se sont mobilisés là-dessus, qui étaient en charge au sein de MSF, des équipes qu'on appelle promotion de la santé et psychosociale, qui sont des équipes un peu différentes, mais en gros qui s'occupaient à la fois du contact avec les personnes, du conseil et des familles. Ils ont fait 2 choses. Premièrement, ils se sont intéressés à comment on allait expliquer l'essai à l'intérieur du centre, justement, comme on l'a dit, à tous les corps de métier, allant pas seulement les médicaux et paramédicaux, évidemment, mais à tout le monde. Au cours de réunions, on a vu tout le monde dans une 50aine de réunions, qui certaines d'entre elles étaient prévues pour durer une demi-heure, qu'on dirait jusqu'à 2 heures, pour expliquer qu'il y allait avoir un essai, qu'est-ce que c'était, comment ça marchait, et répondre à toutes les questions. Et avant de faire ça, ils ont fait un espèce de petit flyer que vous voyez sur la table là, que je ne vous montre pas, parce qu'il n'est pas très bon, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il reste dans les archives, c'est pas bien de dire ça devant les autorités de l'INSERM, mais ce n'est pas le papier lui-même qui était important. Ce qu'il y avait dessus était... sur forme écrite, était assez bizarre, assez baroque. On a tous convenu après que finalement il ne servait pas à grand-chose, on l'a très peu distribué, et puis on n'a pas renouvelé ça dans les autres centres. Par contre, l'écriture de ce papier-là a été une expérience absolument réussie en termes de discussion à partir de la notice d'information qui était très classique, comment on exprime les choses pour expliquer qu'il va y avoir l'essai. Et là, l'exercice était en français. Ensuite, ils ont fait le même exercice dans les 3 autres langues de la région, mot par mot, phrase par phrase, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quoi un essai thérapeutique, un nouveau médicament, les risques, etc. Ça a été vraiment une expérience passionnante, et ce support-là a beaucoup aidé à ça. Moi, je trouve, a été quelque chose de réussi. Et ensuite, les mêmes personnes se sont attachées à l'information et au consentement. Donc il n'y avait pas que 4 personnes. Sur les 3 centres, il y avait environ une quinzaine de personnes des 2 équipes qui étaient impliquées dans l'essai, donc des gens qui étaient impliqués dans l'explication de l'essai elle-même, l'information et ensuite le recueil de consentement. J'ai pas de photos des réunions dont je vous parle. On se réunit beaucoup dans les centres Ebola, donc ça c'est beaucoup des réunions avec le personnel médical, mais c'est juste pour illustrer les 50 réunions dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de mouvements dans ces semaines-là. Le déroulement, il est très simple. À partir de là, ça se passait de la façon suivante. Vous avez vu cette photo tout à l'heure. Quand quelqu'un arrivait, en l'occurrence ce jour-là, il y avait 8 personnes à la fois. Une personne de l'équipe psychosociale rentrait dans la zone. Une fois qu'on avait le diagnostic de la maladie, d'abord pour lui expliquer ce que ça voulait dire, d'être positif et ce que ça allait impliquer après, et ensuite lui parler de l'essai. Il y avait une première étape de pré-consentement où, à partir de là, il faisait passer l'information avec cette feuille à l'extérieur, disant cette personne-là acceptera, il faut préparer l'inclusion éventuelle. Et ensuite, dans le tour médical qui se passait après, il y avait une deuxième étape où le médecin, re-accompagné de la même personne ou d'une autre personne de l'équipe, refaisait l'étape d'information et demandait le consentement formel qui était un consentement oral. Et ça avait été décidé par les équipes avant dans les discussions dont je vous ai parlé tout à l'heure. On pourra en rediscuter. Et finalement, le formulaire de consentement qui sortait à l'extérieur était signé par le médecin et par le travailleur psychosocial qui avait recueilli tous les 2 le consentement. Donc c'est un formulaire de consentement qui n'était pas signé par la personne elle-même, sauf dans le cas des mineurs, où là, sauf de mineurs dont les parents étaient à l'extérieur, ou les tuteurs étaient à l'extérieur, qui signaient le consentement pour les parents, évidemment. Alors les éléments de discussion, à partir de là, que je vous propose, elles sont très rapides.
La première, ça a l'air un peu bête dans le contexte, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est le sujet qui émerge dans la littérature sur les essais Ebola. Pourquoi on a fait des essais non randomisés? Est-ce que même c'est éthique de faire des essais non randomisés? Il y a tout un débat là-dessus. Donc la réponse qu'on apporte, nous, c'est oui. Non seulement on a le droit, mais on a même le devoir de ne pas randomiser dans ce genre de contexte-là si on ne le souhaite pas, et vraiment pour des questions que j'ai dit tout à l'heure. À tel point que dans le deuxième essai, ZMAP, dont a parlé Claire, auquel on a participé après, où là c'était un essai randomisé, bon, c'était en fin d'épidémie, il y avait une personne malade qui arrivait de temps en temps, donc c'était très gérable, mais nous avions théorisé dans l'équipe le droit de ne pas randomiser pour les investigateurs s'ils ne s'en sentaient pas capables, notamment dans le cas où il y aurait un nouveau cluster qui se formerait avec l'arrivée d'une famille entière. Deuxième élément, c'est que dans le milieu VIH, on connaît bien ça, mais on a tendance à l'oublier. Donc c'est bien qu'une épidémie aiguë comme ça nous le rappelle. Et vraiment, dans Ebola, c'était assez presque caricatural, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, les premiers représentants de la communauté sont les équipes des centres de soins, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc tout le travail d'information qui est fait en amont est absolument essentiel pour l'information, pour la phase de pré-information, on va dire, sur ce qui passe comme image de l'essai, à tel point qu'on a été dépassé, je pense, dans Jiki, d'une façon presque imprévue. On pensait des rumeurs malveillantes et on s'est trouvé confronté à des rumeurs bienveillantes, ce qui n'est pas plus facile à gérer non plus. Enfin, ça nous a posé d'autres problèmes, mais c'était mieux quand même. Deuxième élément de discussion, la notice d'information est ni plus ni moins une notice. Et elle est à l'usage des gens qui vont la discuter, la digérer, la retraduire dans les propres termes, surtout s'il s'agit de parler une langue étrangère, et certainement pas la traduire in extenso, ni la délivrer in extenso, pourquoi pas si les gens peuvent lire, mais il y a ce travail-là. Ces gens-là, ils ont des obligations de moyens pour travailler les messages et pour les restituer, mais ils n'ont en aucun cas des obligations de résultat, c'est-à-dire entre la photo que je vous ai montrée tout à l'heure et le consentement, nous n'avons aucun moyen de savoir si la personne qui a donné le consentement avait bien compris, mais ça c'est pareil dans tous les essais, c'est pas spécifique à Ebola. Il a été imaginé dans le processus en amont de se dire la seule façon de gérer ça, si on est un angoissé et qu'on veut être procédurier, serait de filmer l'entretien ou filmer le consentement. Il y a des gens qui ont proposé, on ne l'a pas fait, mais à la limite, ce serait effectivement la seule façon objective, si on voulait être objectif, de voir qu'une personne a vraiment consenti. Mais et troisième élément et dernière diapositive, on consent oralement et non pas par écrit. Et donc le terme non seulement le terme consentement oral est presque, enfin j'imagine qu'il y a des essais où il peut y avoir des exceptions, mais pour qu'on ne peut communiquer que par écrit, mais en général c'est par oral. Et consentement écrit, c'est presque un oxymore ou un truc bizarre. Et donc il faut distinguer le consentement et la preuve du consentement. Là, le fait d'avoir un consentement oral, on était arrivé dans le contexte en se disant il faudra un consentement oral un peu par expérience ou par... Ce sont les gens des équipes dont on a parlé tout à l'heure qui nous l'ont dit, il faut un consentement oral. Si vous faites signer la personne, vous allez dans la région où on est, etc., les gens ils vont penser que vous leur faites signer leur testament, et ça c'est extrêmement violent. Donc on a fait un consentement oral, on en était assez... Et ne pas blesser avec le juridisme, c'est un clin d'œil à ce qu'on fait en dehors d'Ebola dans le VIH, ces histoires de signature des consentements, quand les gens ne peuvent pas signer, est-ce qu'il faut signer d'une croix, d'une empreinte digitale, etc. Il y a des arguties à n'en plus finir. Ça se finit souvent par des procédures assez idiotes et probablement assez blessantes. Le consentement, il a été donné, le recueil de la trace de ce consentement, il ne faut pas en faire trop, surtout si ça doit blesser. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à tout ça, ils ne sont pas tous sur la photo. Je voudrais m'associer à Claire, ce qu'a dit tout à l'heure, le C2EI,
a été absolument remarquable à la fois de précision et de rapidité dans un processus qui, nous faisait très peur. On a eu plus de problèmes avec un des 4 autres comités que Claire, justement sur des questions assez idiotes qui ont été posées de façon répétée, qui nous ont fait perdre du temps sur des termes de la notice d'information qui était une notice traduite de français à l'anglais, et évidemment pas celle qui allait être expliquée après encore dans d'autres langues. Ils nous ont challengé sur des termes comme ça, de façon un peu limite. Ça, c'était moins bien. Mais en tout cas, merci beaucoup.